Pour conclure cet après-midi, je vais accueillir, pour la dernière table ronde, je vais accueillir nos 4 participants que je vais présenter. D'ailleurs, Marc, tu en fais partie. Alors, donc, je vais les présenter. Nous avons donc Marc Gurgan, qui est professeur d'économie à l'École normale supérieure et l'École des communes Paris. Nous avons Céline Darnon, professeure en psychologie sociale et professeure des universités à l'université Clermont-Auvergne. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir 2 personnalités très importantes de l'éducation nationale. Donc Catherine Moisan, qui est l'ancienne directrice de la DEP et qui est actuellement membre du conseil, alors il faut que je le dise bien, donc c'est le conseil éthique et scientifique de Parcoursup. Et puis nous avons également le plaisir d'accueillir Jean-Paul Delahaye, qui est ancien DGESCO et qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors du coup, ce que je vais vous demander à tous les 4, on va avoir 3 temps dans cette table ronde. Déjà, ce que j'aimerais, c'est que les 4 participants donne une réaction par rapport à ce qu'on a entendu cet après-midi. Donc on a eu la première session sur les compétences sociales et comportementales, on a eu le sujet de mixité sociale, ensuite d'orientation, et peut-être que chacun nous livre avec sa propre expérience ou recherche une réaction, une analyse, un complément par rapport à ces thèmes. Ensuite, le deuxième temps, ce sera chacun va donner un autre sujet en rapport évidemment avec les inégalités sociales qui lui semble important, crucial, ou en tout cas qui mérite d'être évoqué. Et puis ensuite, vous aurez l'occasion de leur poser des questions. Donc je vais vous donner le micro dans l'ordre dans lequel vous êtes comme ça. Marc, tu commences ? D'accord, avec plaisir, si vous me permettez. Alors moi je voulais bien revenir sur la session sur la mixité sociale, parce qu'il y a un sujet d'actualité et je pense que c'est intéressant d'en parler un petit peu. Ça a été dit tout à l'heure à un moment dans la discussion, il y a l'aspect mixité sociale et puis il y a l'aspect mixité de niveau scolaire, mixité académique. Je crois que c'est Nina qui a dit c'est pas pareil mais c'est quand même très, très corrélé. Donc la question de la mixité académique est au fond un prolongement de la discussion qu'il y a eu sur la mixité sociale et peut-être que c'est bien de dire quelques mots là-dessus. D'autant que la question des classes de niveau est soulevée, a été soulevée par le ministre, et la question, on l'a vu dans son intervention, du redoublement est aussi mis sur la table, en tout cas manifestement. Et donc peut-être qu'on pourrait dire un mot là-dessus. Alors, la question des classes de niveau. D'abord, ça a été dit d'ailleurs d'une certaine manière à certains moments, notre système est plein de classes de niveau, soit directement, soit indirectement. L'éducation spécialisée, les filières générales, technologiques, pro, les systèmes d'options, les classes européennes, les établissements privés versus les établissements publics. Le redoublement lui-même est aussi une façon de mettre des élèves dans des niveaux plus homogènes à leur niveau présent. Donc, c'est pas quelque chose qui est absent de notre système, en vérité, loin de là. Maintenant, si on regarde la littérature scientifique sur ce que produisent ces classes de niveau de façon assez générale, le projet ID, quelqu'un l'a dit, a publié une note hier qui a fait une revue de la littérature sur le sujet. Et ce qu'on trouve de façon assez claire, et je pense que c'est aussi le consensus des membres du conseil scientifique, c'est que les classes de niveau, c'est manifestement pas efficace et ça a plutôt tendance à renforcer les inégalités. Et donc je pense qu'il y a une forme de consensus dans la littérature. Alors c'est une littérature qui est parfois un peu ancienne, pas toujours d'une qualité, d'une crédibilité qui est exactement celle dont
qu'on souhaiterait, mais qui convergent quand même beaucoup vers ce constat. Et donc manifestement, du point de vue de la recherche, c'est sans doute pas une direction que l'on devrait prendre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer complètement le problème de l'hétérogénéité, qui est un vrai problème, qui est posé par le ministre, qui est posé par les enseignants, qui est posé par à peu près tout le monde. Et donc il nous semble que la littérature, elle pointe vers une direction un petit peu distincte. Peut-être que la distinction peut paraître subtile, mais en fait elle est importante. Elle pointe vers la possibilité qu'une autre façon de prendre le problème, qui est de faire des groupes de besoins qui sont centrés sur des objectifs précis d'apprentissage dans des domaines bien identifiés où un élève donné a un déficit. Et des groupes qui soient mis en œuvre seulement sur une partie du temps scolaire dans une discipline donnée et qui soient flexibles, c'est-à-dire on réévalue les progressions des élèves et on les réaffecte à d'autres groupes en fonction de la manière dont ils évoluent. Il y a de la littérature sur des formes variées de cette idée générale. Cette littérature a l'air semble donner des indications d'efficacité assez probables de ce type d'approche. Les effets sur la réduction des inégalités, je ne suis pas sûr qu'ils soient bien documentés à partir de ce type de dispositif. Mais en tout cas, c'est probablement, si on veut envisager le problème de cette façon-là, dans cette direction qu'on a envie de se porter. À nouveau, la littérature est en fait relativement incomplète et pas toujours très probante. Et notre recommandation, c'est que si on veut faire quelque chose de cette nature, c'est absolument indispensable de l'expérimenter proprement pour en mesurer les effets avant de l'installer comme un dispositif que l'on aurait envie de déployer de façon systématique dans les écoles. Voilà Non, alors je voulais ajouter une chose, parce que je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas dit parce que ça me semblait aller tellement de soi. Le redoublement, le consensus de la littérature est très fort sur le fait que c'est une mesure inefficace et extrêmement coûteuse. Alors quelqu'un a évoqué la note de l'IPP que Julien a produit il y a longtemps pour le CNESCO sur le coût considérable de cette mesure. 2 notes 2 milliards, voilà. 2 milliards pour un effet à peu près nul. C'est sans doute pas une direction qu'on a envie de poursuivre. Alors du coup, comme tu parles de ça, je vais juste rajouter donc inefficace, très coûteuse et stigmatisante, puisqu'on sait aussi que le redoublement, c'est une étiquette qui a des effets à long terme en fait sur l'image de soi que les élèves vont se construire et puis sur l'image que les autres vont avoir d'eux également. Alors pour ma part, je voulais simplement revenir très rapidement sur les compétences psychosociales, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental. Alors pendant longtemps, les psychologues se sont intéressés justement aux différentes formes de motivation que peuvent développer les élèves, leur perception de soi, leur sentiment d'efficacité personnelle, et puis ont montré très largement qu'effectivement, avoir un bon sentiment d'efficacité scolaire, avoir de l'ambition, etc., c'est des choses qui corrèlent avec la réussite scolaire. Donc ça, on le sait. Mais on sait aussi maintenant très clairement que ces profils motivationnels, ces niveaux ces autoperceptions corrèlent aussi avec les groupes auxquels on appartient. Et donc c'est un problème, effectivement. C'est important de s'y intéresser à l'école, puisque par exemple le fait d'avoir un bon sentiment d'efficacité scolaire, ou le fait d'avoir de l'ambition, ou le fait d'avoir des bonnes capacités d'autorégulation, tous ces facteurs qui prédisent la réussite, sont très inégalement répartis dans les familles. Donc oui, c'est essentiel, et ça a été dit largement dans les présentations, que l'école intervienne auprès des élèves pour développer ces compétences-là. Et donc, en développant ces compétences-là, peut-être espérer avoir une certaine réduction des inégalités à l'école. Donc c'est important d'agir sur les individus, mais ce que montrent les recherches, c'est que ces perceptions, ces compétences psychosociales, elles dépendent également du contexte. Donc les effets de catégorie, par exemple, vont être plus ou moins susceptibles de s'exprimer en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Je vais prendre un exemple, mais les contextes qui rendent saillante la comparaison sociale ou les contextes de compétition sont des contextes dans lesquels les élèves issus de milieux défavorisés ou les filles vont être le plus à même de développer des autoperceptions négatives, de se retirer par elles-mêmes, donc de l'autocensure, faire de l'autocensure dans les orientations, etc., etc. Donc développer les compétences psychosociales des élèves, oui,
mais également essayer de favoriser dans le contexte de l'école ou dans le contexte des conseils de classe ou tous les endroits où les décisions d'orientation vont se prendre, des contextes qui réduisent en fait les enjeux de comparaison sociale entre les élèves pour réduire ces effets-là. Donc ça, c'était un des premiers points sur lequel je voulais revenir. Et je voulais aussi revenir sur quelque chose. Donc on a aussi parlé beaucoup de la confiance en soi et on a vu à l'école, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on se trouve qui peuvent nous amener qui peuvent atteindre négativement notre confiance en soi. Toutes les situations, notamment où on n'est pas en réussite, où on est en comparaison ascendante, c'est-à-dire entouré de personnes qui sont plutôt meilleures que nous, particulièrement dans les contextes compétitifs, etc. Mais en fait, ça va même au-delà de l'école. C'est-à-dire que finalement, l'école va amener les élèves à développer une certaine confiance en soi, une certaine perception de leurs compétences. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que le diplôme scolaire, il va ensuite jouer sur tout le reste de la vie. C'est-à-dire que dans le système tel qu'il existe, le diplôme prédit la position sociale. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et qui est un outil de distinction qui est important. D'accord ? Donc on a intérêt à avoir le diplôme. Et il y a des travaux assez récents qui montrent qu'il existe une forme d'éducationnisme. Donc il faut le comprendre comme, voilà, on a identifié depuis longtemps l'existence du racisme, du sexisme, etc. Mais il existe aussi une forme d'éducationnisme, c'est-à-dire qu'on va percevoir plus négativement les personnes qui ont un faible niveau d'éducation. D'accord ? Donc non seulement ces personnes vont à l'école développer une faible confiance en soi, etc., mais ensuite, plus tard, du fait de leur diplôme inférieur, vont subir une certaine forme de discrimination à l'échelle de la société parce qu'elles n'ont pas réussi à obtenir des diplômes qui leur permettraient de se valoriser socialement. D'accord ? Donc on reviendra peut-être tout à l'heure aussi sur l'importance du lien entre le diplôme scolaire et la réussite scolaire globalement et la réussite sociale, l'acquisition de statut social, parce que ça, en fait, c'est un enjeu qui est fondamental quand on s'attache à la question de la réduction des inégalités sociales. Merci. Non, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'on est quand même un pays très caractéristique sur ce sujet-là. C'est-à-dire que l'acquisition du diplôme de formation initiale a un poids pour toute la vie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal avec les parcours et les itinéraires qui ne sont pas linéaires. C'est-à-dire les retours, les arrêts. Moi, je le vois sur Parcoursup, il y a 80 000, même plus que ça, 90 000 personnes qui se présentent sur Parcoursup qui sont des reprises d'études, c'est-à-dire des adultes. Et ceux-là, on ne sait pas quoi en faire, en fait. Voilà. Et même les réorientations, dans la tête de beaucoup de gens, se réorienter la première année d'enseignement supérieur est un échec. Ce n'est pas un échec. Dans plein de pays, ce n'est pas un échec. Comme le disait très bien l'article de Nicolas Charles de l'Université de Bordeaux, les parcours d'enseignement supérieur, je crois qu'ils prenaient la Suède, c'est des trains de campagne qui s'arrêtent à toutes les petites gares. Au Royaume-Uni, c'est une voiture individuelle. Nous, c'est un TGV, c'est-à-dire vous allez vite, mais vous ne pouvez pas descendre. Surtout, vous ne pouvez pas remonter. Parce que quand vous êtes orienté, je rappelle, en seconde pro, vous ne pouvez plus jamais repasser dans la filière générale et technologique. Non, je voudrais juste reprendre un point sur l'orientation et les compétences comportementales. J'ai beaucoup travaillé sur Parcoursup, sur les fichiers, mais aussi sur les auditions. Et il y a des auditions l'an dernier à Marseille qui m'ont beaucoup frappé. Je voudrais vous dire la différence. C'est intéressant d'écouter ce qu'expliquent les profs sur leurs élèves et les équipes, sur la perception, sur leurs envies, sur la façon dont ils les guident. Il y avait un lycée dans cette ville, Marseille, vous voyez, c'est une des plus ségrégées qui existent pour les lycées. J'ai rarement vu ça à ce point de différence. Donc j'avais isolé des lycées très défavorisés et favorisés. Les favorisés étaient évidemment essentiellement privés. Et je vais commencer peut-être par l'audition dans le lycée privé. Un lycée privé, bourgeoisie marseillaise, enfants de médecins et d'avocats. Et ce que m'ont expliqué l'équipe de profs, c'est que, en fait, tout va bien sur Parcoursup, aucun problème, mais quand même, ils ne vont pas en médecine parce qu'il vaut mieux aller faire médecine en Espagne et au Portugal, parce que, comme le concours est moins dur à la fin de la première année, on peut revenir en France après faire ses études de médecine. Après, ils ont ajouté, oui, c'est vrai, ils ont plein d'argent, nos élèves et tout, ils peuvent aller où ils veulent, dans le monde entier, et tout ça, mais ils sont quand même méritants. Et le mot mérite en France, et lisez François Dubay, est très important, ils sont quand même méritants parce qu'ils militent dans des associations pour avoir des points supplémentaires dans leur CV pour les écoles de commerce.
Donc, c'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai. Bon, mais ça, c'est extrême. Mais je veux dire, quand un prof s'occupe de ses enfants et aide ses enfants à s'orienter, c'est aussi des considérations comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est de l'information. C'est-à-dire, je sais que pour faire médecine, c'est plus facile d'aller en Espagne, en Portugal qu'en France. Et j'en ai les moyens. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a la connaissance du système, il y a les moyens, et il y a un horizon géographique qui, lui, non seulement n'est pas la ville d'à côté, mais qui est l'Europe et sinon le monde entier. Et ça, c'est les premières distinctions entre, quand on voit sur les vœux, moi ce que j'ai constaté sur les vœux des lycées défavorisés et des lycées très défavorisés, en annulant l'effet de niveau scolaire, mention très bien, etc., prenant par exemple que les mentions très bien, ben, je me suis aperçu qu'ils étaient moins admis dans les lycées défavorisés, dans les formations, on va dire, sélectives, même si elles ne sont pas réglementairement, c'est-à-dire CPGE, grande école de commerce et d'ingénieurs, et médecine, passe. Et en fait, à regarder de près, mais c'est leurs vœux qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire les jeunes très bons des lycées défavorisés faisaient nettement moins de vœux pour ces formations que les autres. Et là, on repart sur l'effet qu'a très bien décrit Camille Terrier, c'est-à-dire l'effet sur la sous-estimation de ses capacités, en fait. Alors, là-dessus, ce qu'on voit aussi, c'est que de l'autre côté, les jeunes qui vont réfléchir, qui vont émettre leurs vœux, répondre à des propositions, ils pèsent ça, ils pèsent leurs envies, est-ce que je vais être capable de le faire, est-ce que je vais être pris? Et il y a des contraintes. Les contraintes, elles sont objectivement financières, elles passent en premier lieu par quelque chose quand même de très important, qui est, si je m'engage dans cette formation-là, est-ce que je vais pouvoir m'arrêter pour bosser au milieu? Je vous donne un exemple par contre positif. Est-ce que je pourrais faire un BTS pour pouvoir continuer après? Parce que si j'ai un BTS, alors s'il y a un coup dur financier, je peux travailler. Ça, c'est ce que j'appellerais les parcours sécurisés. Par contre, il y a des parcours qui ne le sont pas. Quand vous vous engagez dans certaines licences, vous êtes bon pour faire 5 ans d'études, sinon vous ne pouvez pas bosser. Donc, je veux dire, informer les jeunes là-dessus, je veux dire que c'est absolument normal. Deuxième élément, la rémunération. Là, on voit bien, il y a de plus en plus de privés dans le supérieur. Il y en avait déjà, hein, les lycées privés, c'est pas 0 centime hein, pour aller dans l'INSEE-PGE à Versailles. Hein. Regardez, parce que pour une fois, sur Parcoursup, vous avez tous les frais de toutes, contrairement aux lycées et aux collèges, vous avez tous les frais de scolarité annuels de toutes les formations. C'est très intéressant. Mais il y a aussi autre chose, c'est que maintenant, l'apprentissage se développe à toute vitesse dans l'enseignement supérieur, notamment dans les BTS. L'offre en apprentissage est 2 fois, et maintenant, 1,5 fois plus grande que celle en voie scolaire. Donc, les jeunes qui ont un peu de difficultés financières, la première idée, c'est je vais faire apprenti parce que là, non seulement j'ai rien à payer, mais je suis payé. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de quota de boursiers, mais en plus, il faut trouver son employeur. Et ça, là, il y a un petit problème social, d'inégalité sociale, qui est le réseau. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un réseau d'employeurs ou est-ce que j'en ai pas? Donc on voit bien qu'il y a aussi des choses qui sont en train de se modifier. Et il y a enfin la contrainte de mobilité, qui, elle, l'horizon n'est absolument pas celui du monde ou de l'Europe. Mais la question, c'est si je veux faire telle formation, je vais être obligé, parce qu'elle n'est pas à côté de chez moi, parce qu'elle n'est pas à moins de 3 heures de transport, je vais être obligé de déménager, je vais être obligé de trouver un logement étudiant, ce qui n'est pas toujours facile, et il va y avoir un certain coût. Donc ça, moi, je ne peux pas arriver, moi, à étudier très finement cette question-là en croisant avec les données sociales, mais je pense que c'est un facteur, c'est-à-dire que les facteurs géographiques et sociaux sont très, très importants, à la fois dans les vœux d'orientation, mais aussi dans la réussite après, dans l'enseignement supérieur. Merci. Alors, merci au Conseil scientifique, à son président pour cette invitation, puis merci aux chercheurs qui nous ont alimentés et nourris toute cet après-midi. Moi, ce que je voulais vous dire peut-être en commençant, c'est que les milieux populaires sont au courant.
les milieux populaires savent ce qui arrive à leurs enfants dans le système éducatif. Ils savent que le système éducatif est défaillant pour les plus démunis. Ils ne sont pas sourds, ils ne sont pas aveugles. Ils n'ont pas lu la dernière livraison de l'Institut des politiques publiques de la semaine dernière ou du mois dernier qui dit que la France compte parmi les pays de l'OCDE dans lesquels la mobilité intergénérationnelle est la plus faible. Mais ils le vivent quotidiennement, ça, ils le savent. C'est d'ailleurs un formidable paradoxe de notre pays qui, quand on regarde en Europe, est un pays qui accompagne plutôt mieux que les autres la pauvreté. Alors, ce n'est pas tombé du ciel, hein, c'est des acquis, des conquêtes sociales. Il faut y faire attention parce que c'est grignoté petit à petit. Mais enfin, globalement quand même, on accompagne mieux qu'ailleurs la pauvreté. Mais là où il est le paradoxe, c'est qu'on sait moins bien que les autres faire réussir les enfants des pauvres. Si on dit les choses de façon un peu brutale, on empêche les pauvres de mourir de faim, mais à condition qu'ils veuillent bien rester à leur place dans la société. Alors, moi, je vais revenir juste un petit instant sur la mixité sociale. Peut-être un mot sur le redoublement, parce que vous avez tout dit, et très bien dit, et c'est bien de le répéter par les temps qui courent. Mais si le redoublement coûte de l'argent, ça veut dire que quand on a fait diminuer le redoublement, et on l'a fait de façon très sensible depuis 20 ou 25 ans dans ce pays, ça veut dire qu'on a fait des économies en diminuant le redoublement. Et donc le problème, tout gouvernement confondu d'ailleurs, hein, qu'il n'y ait pas de méprise, c'est qu'on n'a pas réinjecté dans le système les économies produites par la disparition, quasi-disparition du redoublement au bénéfice des élèves en difficulté qui n'ont pas disparu parce que le redoublement, lui, a disparu. Et donc, voilà, on a un vrai sujet là de politique publique d'utilisation des crédits gagnés grâce à la suppression du redoublement qui aurait été utilement favorable à la baisse des effectifs en classe maternelle, en classe élémentaire et au collège, dont vous savez que ce sont les effectifs les plus chargés en Europe. Alors sur la mixité sociale, juste quelques mots pour dire que bien sûr, ça a été dit, l'absence de mixité sociale et scolaire n'est pas seulement imputable au territoire. Hein, l'éducation nationale a sa part de responsabilité, mais quand même, tant qu'en politique publique, on n'empêchera pas certaines communes de ne pas avoir leur quota de logements sociaux, parce que ces communes préfèrent payer l'amende plutôt que d'avoir leur quota de logements sociaux, on aura beaucoup de difficultés à faire une véritable mixité sociale dans ce pays. Moi, j'ai été inspecteur d'académie en Seine-Saint-Denis, j'ai vu ça de près. Je ne citerai pas la commune, mais qui ne voulait absolument pas son quota de logements sociaux et qui avait mis une grande banderole autour de la municipalité en disant « on ne veut pas de logements sociaux ». Donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les exemples qui ont été donnés, Toulouse, Lyon, Montpellier, Paris, il a fallu beaucoup de patience, il a fallu beaucoup de détermination, il a fallu même beaucoup de courage pour mettre en place ces différentes expérimentations, de la patience, je l'ai dit, de la concertation aussi, parce qu'ils ne l'ont pas fait tout seuls. Il y a eu une impulsion nationale, et c'est ça qui est très intéressant, il y a eu une impulsion nationale de la loi 2013 et les décrets de 2015-2016, mais ensuite les territoires se sont saisis de cette affaire parce qu'ils l'ont mis au premier rang de leurs priorités. Les recteurs, les DAZEN, les collectivités territoriales, les représentants des personnels, les parents d'élèves. Donc il y a eu tout un travail collectif qui a été fait, et je peux vous garantir, vous le savez, que c'est pas facile de trouver un équilibre entre les familles qui veulent la liberté de choisir le meilleur pour leurs enfants, et c'est parfaitement légitime, et puis l'obligation, au nom de l'intérêt général, d'encadrer cette liberté pour préserver un minimum de mixité sociale et scolaire. Donc, ils ont travaillé sur des périmètres différents, ils ont sophistiqué les procédures d'affectation, ça, notamment à Paris pour la fin de troisième, donc c'est vraiment très très bien. Mais il y a un autre levier, ça a été dit aussi, mais moi je veux y insister, qui est qu'on ne fera pas de mixité sociale et scolaire ici et maintenant si on n'a pas une égalité dans l'offre de formation sur le territoire. Comment faire de la mixité sociale et scolaire quand on a ici des contractuels et là des titulaires ? Quand on a ici les ULIS, les SECPA, les UP2A, et là, les classes à horaires aménagés. Ça, c'est Tello. Nous, on a connu Tello, Claude Tello. Il a fait un rapport magnifique en 2004 où il disait déjà, je le cite, « Pour éviter que l'école n'ajoute elle-même aux inégalités, il faudrait que l'offre éducative, option, enseignant, chef d'établissement, cadre physique, ne soit pas de moindre qualité dans les quartiers ou pour les élèves défavorisés que pour les autres. » Enfin, ça a été dit aussi. On n'évitera pas la réflexion concernant l'enseignement privé.
On a un vrai problème aujourd'hui avec l'enseignement privé sous contrat, ça a été dit, qui est financé à plus de 75% sur crédit public, qu'il soit d'État ou qu'il soit de collectivités locales, sans beaucoup de contrepartie, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a là un tuyau de séparatisme social qui d'ailleurs vient d'être allongé avec la scolarité obligatoire à 3 ans, qui n'a servi à rien pour les enfants de 3 ans, mais qui a surtout permis de donner plusieurs dizaines de millions d'euros en compensation aux municipalités qui maintenant sont obligées de financer le fonctionnement des écoles maternelles privées essentiellement catholiques. Donc il faut qu'on y fasse très, très attention parce que quelle société finalement, là on peut se parler entre citoyennes et citoyens, j'en termine, quelle société est-on en train de préparer et de faire vivre si on n'apprend pas précisément à faire vivre et à apprendre ensemble tous les enfants de ce pays, quelles que soient leurs conditions sociales. On peut peut-être ajouter, si on est un peu provoquant, quelle démocratie peut fonctionner durablement quand les élites de droite comme de gauche n'ont jamais vu de près des enfants du peuple, y compris à l'école. Merci beaucoup. Donc je vais vous redonner la parole à chacun pour que vous puissiez nous suggérer. Alors vous l'avez déjà en partie fait, bien sûr, mais peut-être préciser quelle serait la politique pour réduire les inégalités sociales qui vous paraît mériter d'être évoquée, même si c'est juste une évocation, avant qu'on ouvre peut-être le débat, pour qu'on puisse quand même peut-être agrandir. On a déjà là parlé du logement social, de l'enseignement privé, on a reparlé des groupes de niveau, du redoublement, de la mobilité, de l'information à donner aux étudiants et les aides à la mobilité. Donc peut-être préciser très rapidement chacun un thème de politique publique qui vous paraît mériter d'être évoqué. Merci. Alors peut-être si on veut effectivement parler de ce qui n'a pas déjà été couvert dans la séance, je pense que ce qui est frappant, et en fait tu en as parlé au début, tu l'as justifié au fond au début dans ton introduction, mais ce qui est frappant, c'est que autrefois, je pense, l'éducation prioritaire aurait été le thème principal d'une conférence sur les inégalités d'éducation. Et en fait... c'est quand même très caractéristique du changement de paradigme, je pense, que, et tu l'as dit, tu l'as justifié, que ce soit plus le sujet central d'une conférence sur cette thématique. Alors sans doute en partie, tu l'as évoqué, parce que le diagnostic qu'on a du mal que les économistes avec leurs méthodes ont quand même un peu de mal à faire, mais qu'ils ont essayé de faire, font qu'on est un peu revenu, on en est un petit peu revenu. Si l'on accepte, tu l'as cité aussi, les CP12 et CE112, etc., qui a été qui a relancé un peu cette politique d'éducation prioritaire d'une certaine manière, et bon, on peut en discuter, je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais ça a un petit peu disparu du paysage. Du coup, peut-être je pourrais dire deux mots, y compris pour en interroger les implications d'une forme extrême de l'éducation prioritaire que devraient être les internats d'excellence, et qu'est en tout cas l'internat d'excellence de Sourdin, qui est le premier, le principal en un sens, le plus caractéristique, et puis celui sur lequel, avec des collègues, on a beaucoup travaillé. Alors, la différence avec l'éducation prioritaire en général, je pense qu'il y en a deux. Un, c'est que les moyens qui sont mis sont énormes par élève. Et l'autre, c'est qu'il y a la forme de l'internat, évidemment, qui est très spécifique et qui peut apporter quelque chose. Alors, les effets de cet internat sont absolument spectaculaires. On est en train de suivre les élèves dans la durée. On a tiré au sort à un certain moment les élèves qui ont été admis à l'internat quand ils y sont entrés. Alors, pour les uns au collège, pour d'autres au lycée. On les suit dans la durée. Aujourd'hui, ils ont tous l'âge d'avoir passé le bac. Ils ont tous
tous l'âge d'être éventuellement entrés dans l'enseignement supérieur. La proportion de ces élèves qui obtient le bac passe de 47% à 71% lorsqu'ils bénéficient de l'internat d'excellence. La proportion d'entre eux qui fait des études à l'université passe de 30% à 45% lorsqu'ils ont été à Sourdin. Et peut-être en un sens, c'est le plus petit chiffre, mais c'est le plus spectaculaire, je trouve, la proportion des élèves qui vont en classe préparatoire passe de 2%, donc très peu de monde, dans évidemment la cible des enfants qui ont été admis à l'internat, je passe, elle passe de 2% à 11%, la proportion qui va en classe préparatoire. Donc il y a des effets extrêmement spectaculaires. Et surtout, on arrive à faire la distinction entre les élèves qui sont issus de l'immigration et ceux qui ne sont pas issus de l'immigration, et tout l'effet que je vous décris est entièrement tiré par les élèves qui sont issus de l'immigration, et absolument pas par les autres. Donc il y a quelque chose de très spectaculaire qui se passe. Alors c'est extrêmement intéressant. La question, c'est l'interprétation. C'est-à-dire, l'interprétation, c'est une chose qu'on apprend, c'est possible de procéder de modifier les destins des jeunes d'une manière extrêmement spectaculaire. C'est possible. Est-ce que c'est possible une fois et c'est pas réplicable, ou est-ce que c'est réplicable? Ça, c'est une question qui est beaucoup plus compliquée, étant donné les moyens non seulement budgétaires, mais aussi en un sens politique, qui sont mis sur un dispositif comme celui-là. Mais il est possible aussi que beaucoup de ce qu'on observe, de ce que je viens de décrire, réside dans l'accompagnement qui est apporté à ces enfants. C'est-à-dire que les résultats sur les enfants issus de l'immigration que je viens de décrire, ils ne sont pas complètement explicables par les meilleures performances purement scolaires dont on observe que l'on observe lorsque les enfants vont à l'internat. Et donc probablement, il y a quelque chose qui est de l'ordre, on en a parlé tout l'après-midi, de l'estime de soi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement dans l'orientation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'information. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du fait qu'à l'internat, il y a une classe prépa. Donc ça peut paraître comme un truc naturel, logique de penser à la classe prépa, etc. Et ça, si c'est ça le mécanisme, on ne sait pas très bien, je ne vais pas pouvoir savoir vous dire exactement, trancher, mais si c'est ça le mécanisme, c'est beaucoup plus réplicable et il n'y a pas forcément besoin de moyens budgétaires considérables, peut-être de la volonté politique, oui, mais c'est une chose à laquelle on peut penser. Alors, je ne sais pas si je vais vraiment apporter des informations sur les politiques publiques qui devraient être mises en place, mais de mon point de vue, il y a au moins une réflexion qui mériterait d'être engagée et peut-être aussi des recherches qui mériteraient d'aller dans cette voie sur la question des inégalités qui existent au sein de la société au-delà de l'école. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a toute une série de travaux qui montrent que les inégalités qui existent au sein d'un pays, au sein d'un quartier, etc., les inégalités sont prédictives de tout un tas de facteurs psychologiques et relationnels, et que notamment, plus il existe des inégalités entre les individus, et plus cela va générer une pression autour de la possession matérielle, autour du statut, autour de la comparaison sociale. Et donc on peut aussi penser que les inégalités qui existent au sein de la société vont avoir des répercussions sur ce qui se joue à l'école. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le diplôme, il n'est pas anodin, la réussite scolaire n'est pas anodine, c'est le cas en France, c'est vrai particulièrement, c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Le diplôme va déterminer l'acquisition de statut social. Donc, dans un système comme celui-ci, où la réussite scolaire détermine l'acquisition de statut social plus tard au sein de la société, et où, par ailleurs, il existe des statuts sociaux très différents, eh bien, les règles du jeu deviennent « il faut réussir à l'école ». Et il ne faut pas seulement réussir à l'école, il faut réussir mieux que les autres pour garantir sa propre position sociale, ou en fait, plus généralement, parce que c'est souvent les parents qui vont être derrière tout ça, la réussite sociale de ses enfants. Donc tout à l'heure, ça a été évoqué aussi, la question de la mobilité sociale ascendante, on en parle beaucoup, on parle moins de la mobilité sociale descendante, mais les enjeux sont là pour les parents. Hein. C'est-à-dire que les parents qui, en tout cas, ont compris le fonctionnement du système tel qu'il existe, la réussite sociale de leur enfant, ils la veulent pas seulement pour que leur enfant apprenne des choses, mais aussi pour garantir un certain statut social. Or, comme il existe ces inégalités, eh bien c'est vrai que par conséquent, la pression autour de la réussite scolaire est forte. Et donc, on a beaucoup dit tout à l'heure, réussir à l'école, on va aider les élèves de milieux défavorisés à réussir à l'école pour leur permettre d'acquérir du statut social. Donc, c'est très bien, c'est louable, il faut continuer à le faire.
Mais peut-être que la question qui se pose derrière, c'est à quel moment on va s'interroger en fait sur les personnes de haut statut social, parce que tôt ou tard, dans un système qui est très interdépendant, c'est-à-dire où la réussite de tous n'est pas possible de fait, enfin voilà, quand on a besoin d'une réparation chez soi sur sa chaudière ou quand on a besoin de personnes pour s'occuper de nos parents dans les EHPAD, on n'a pas que besoin d'ingénieurs. D'accord ? Une société qui fonctionne bien, c'est une société aussi où d'autres métiers ont une valeur sociale, même si ces métiers ne sont pas associés à un niveau d'études très poussé. Donc dans ce système-là, est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas aussi, si on veut favoriser la réussite des élèves issus de milieux défavorisés, s'interroger sur qu'est-ce qui va se passer pour les élèves qui viennent de milieux favorisés ? Et donc globalement, si on demande l'avis à des parents sur ce qu'ils pensent de l'égalité à l'école, ils vont tous dire bah oui, c'est important qu'il n'y ait pas d'écart de classe sociale et que tout le monde puisse réussir à l'école. Tout le monde est d'accord sur le principe, jusqu'au jour où on va expliquer qu'en fait la réussite des uns, mécaniquement, risque d'impliquer la moindre réussite des autres. Donc tout à l'heure, on a eu une présentation vraiment très intéressante sur comment améliorer les ambitions des élèves pour aller par exemple dans les filières générales, les bacs généraux. Donc très bien. Peut-être que dans quelques années, on aura des présentations sur comment, parce que l'implicite qui est derrière ça, c'est que faire un bac général, c'est mieux. D'accord ? Et donc, par ailleurs, on va aussi défendre l'idée qu'il faut revaloriser les filières professionnelles parce qu'on en a besoin. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que dans quelques années, on aura peut-être des recherches qui porteront sur comment amener des élèves issus de milieux favorisés à choisir des filières professionnelles. Pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la préoccupation, ni dans la recherche, ni dans les politiques publiques, et je pense que c'est quelque chose qui mérite, à un moment donné, d'être interrogé. C'est égalité des places ou égalité des chances. Oui, moi je voudrais ajouter un point concernant les enseignants, pour deux raisons. La première, c'est que quand Yann a parlé des compétences comportementales et sociales, je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes au niveau européen et même au CDE sur les profs de collège en particulier, enquêtes par questionnaire, hein, et que les enseignants français se déclarent dans leur cadre professionnel comme les plus solitaires par rapport à tous les autres pays. C'est-à-dire leur exercice professionnel est parmi les plus solitaires. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'interroge parce que je veux dire, ils en souffrent aussi, hein, je veux dire, clairement. Mais je veux dire, on peut réfléchir sur les causes de ça. Mais en même temps, quand on a un exercice professionnel aussi solitaire, on a une difficulté de plus pour développer, je veux dire, les compétences sociales de ces élèves pour le travail de groupe. Moi, je pense qu'il y a un petit lien là-dessus. Le deuxième, c'est que toutes les grandes politiques qu'Élise a citées au début, comme l'éducation prioritaire ou le dédoublement des classes de CP, je veux dire, on est perplexe sur l'éducation prioritaire, un peu moins sur le dédoublement, mais on se dit, on a ajouté des postes. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est qui a-t-on mis sur les postes ? Or, si vous prenez quand même la plus grande éducation prioritaire de France, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis, enfin le nord de la Seine-Saint-Denis, qui est un ensemble considérable de gamins, avant que je quitte l'ADEP, on avait calculé qu'un enfant de cette moitié nord de la Seine-Saint-Denis avait une chance sur deux d'avoir un contractuel pendant ses 5 années d'école élémentaire et une chance sur deux d'avoir un contractuel en maths au collège pendant au moins la moitié de sa scolarité. Je pense malheureusement que les choses n'ont pas changé. C'est-à-dire, ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'on a aussi, je veux dire, moi je l'ai dit devant tous les syndicats de l'éducation nationale, en leur rappelant quand même que la façon de gérer, puisque c'est une cogestion, hein, le mouvement des profs, l'ancienneté, etc., et le statut, ça conduit à ça. C'est-à-dire, ça conduit... Je préside le conseil de l'INSPE de Créteil, je suis bien placé pour savoir que, de toute façon, la situation ne s'arrange pas. C'est pas vrai dans les quartiers nord de Marseille, parce qu'on a envie d'aller au sud, il y a moins de manque de profs. C'est pas vrai dans le bassin minier, parce qu'il y a moins de gamins. Mais en Seine-Saint-Denis, c'est... Alors, du coup... On peut se poser la question, parce que moi, je me suis posé la question depuis le début, c'est-à-dire le dédoublement des classes de CP, CE1 et grande section. J'ai toujours trouvé, alors là, bravo, il faut le faire. Mais comment on résout le problème ? Comment on résout le problème ? Parce que faire du budget pour les postes et trouver des profs pour y aller, c'est pas le même sujet. Or, on a un carcan qui est
la façon dont on gère les enseignants, leurs mouvements, leur carrière, etc. dans ce pays, qui fait que là-dessus, on est coincé. Oui. Grâce en fait aux chercheurs, on l'a vu cet après-midi, hein, qui documentent un certain nombre de sujets, grâce aussi à des équipes de terrain dans nos écoles, collèges et lycées, on voit qu'il est possible, il serait possible de mieux faire réussir l'ensemble des élèves. On a évoqué des leviers cet après-midi, la mixité sociale, les compétences sociales et comportementales, l'orientation. On pourrait ajouter l'évaluation, on pourrait ajouter la formation des enseignants, on pourrait ajouter la priorité aux primaires, etc. En gros, on voit à peu près sur quoi on pourrait s'appuyer pour un système éducatif plus juste. En réalité, la question des inégalités, c'est d'abord une question, la réduction des inégalités, c'est d'abord une question politique, qu'on peut d'ailleurs décliner en plusieurs sous-questions. Est-ce qu'on est tous d'accord dans ce pays pour promouvoir ce qu'on pourrait appeler une éthique collective de l'action pédagogique et éducative autour du principe d'éducabilité de tous les enfants? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que tous les enfants sont en capacité d'apprendre dans ce pays? Je ne suis pas complètement sûr que c'est le cas. Est-ce qu'on privilégie l'intérêt général ou les intérêts particuliers, en se calant par exemple sur l'agenda des classes moyennes et des classes favorisées? Est-ce qu'on mise sur le collectif ou sur les parcours individuels? Est-ce qu'on scolarise ensemble pendant le temps de la scolarité obligatoire ou est-ce qu'on va scolariser côte à côte? Et on a rappelé le propos de Gérard Collomb là, ces derniers jours où il craignait un face-à-face. Est-ce qu'on promeut la coopération et le commun qui réunissent ou est-ce qu'on favorise la compétition et la sélection qui divisent? Est-ce qu'on réduit l'importance fondamentale des contenus à enseigner dans la scolarité obligatoire? Est-ce qu'on nivelle par le bas? On entend souvent cela, comme le craignent certains, quand on travaille à définir des savoirs pour émanciper tous les élèves et non pour servir à la sélection. Donc on voit bien que selon qu'on donne telle ou telle réponse, on n'a pas la même société à l'arrivée. Quand dans la loi, on dit qu'il faut favoriser la coopération entre les élèves, ce n'est pas la même République à l'arrivée qu'une République qui valoriserait la compétition. Alors, pourquoi ça change si peu et pourquoi ça change aussi lentement? Je pense qu'une partie de notre problème réside dans le fait que les dysfonctionnements de notre école ne nuisent pas à tout le monde. Et que donc il y a, globalement, ils ne nuisent pas aux enfants des milieux favorisés, aux enfants d'enseignants, journalistes, de cadres supérieurs, des élites dirigeantes. Et ces milieux qui pensent qu'ils ont peut-être à perdre dans un système éducatif plus juste et plus fraternel ont un pouvoir immense de blocage des réformes, et je pourrais vous en parler d'expérience. Le problème, c'est que les milieux populaires auxquels, évidemment, tout ce qu'on a dit cet après-midi s'adresse, ces milieux populaires n'ont pas de pouvoir politique, médiatique, ils ne peuvent pas peser sur les politiques publiques, et c'est bien ça notre difficulté. On peut prendre l'exemple, au hasard, complètement au hasard, des rythmes scolaires à l'école primaire. Pourquoi est-ce que nous avons dans ce pays des rythmes scolaires aussi négatifs, aussi insatisfaisants pour les enfants? L'ADEPE donne une réponse. En juin 2017, l'ADEPE a fait une magnifique étude qui est toujours en ligne sur le site du ministère. Et dans cette étude, elle interroge les parents d'élèves. Vous, les parents, vous préférez quoi? 4 jours pour vos enfants ou 4 jours et demi? La réponse pour les 4 jours, c'est massivement les parents des classes moyennes et favorisés. Et pour la semaine des 4 jours et demi, je cite textuellement l'étude de l'ADEPE, les opinions positives l'emportent quand la personne de référence du ménage est ouvrier non qualifié 57% ou inactif 65%. La question est sur quelle partie de l'opinion se fonde-t-on dans notre pays pour avoir des politiques publiques plus fraternelles, plus justes, dans l'intérêt de tous? La réponse est évidemment dans la question. Alors, il faut y faire très attention parce qu'on est en train de mettre notre pacte républicain en danger. Celles et ceux de nos concitoyens qui pensent plutôt à raison que leurs enfants n'ont pas eu les mêmes droits que les autres dans leur scolarité n'accepteront pas encore très longtemps d'avoir les mêmes devoirs que les autres. Et il faut y faire très attention. Si c'est bon. Donc on va prendre
un peu de retard du coup, mais pour ceux qui, évidemment, donc on était censé arrêter à 35, mais ceux qui veulent profiter de pouvoir poser des questions peuvent évidemment le faire quand même. Donc voilà, je vous donne la parole pour ceux qui voudraient poser des questions. Je pense qu'il y a un micro qui arrive derrière vous. Donc là, il y a effectivement monsieur. Bonjour, je m'appelle Tholo, THO2LOT, je dis ça par rapport à l'ADEP. Je suis maître d'école dans l'académie de Créteil. J'exerce en REP, en CE1 dédoublé, en co-intervention, donc à 24. Donc un constat d'abord et après la question. Monsieur Dehaene a présenté en début de conférence 2 ouvrages sur la science à l'école, au service, la science au service de l'école. Celui de 2019 fait part qu'effectivement en Angleterre, il y a une opération Glasses in Classes qui a montré que 20% des élèves qui avaient des difficultés de lecture avaient en fait des difficultés visuelles. La même chose si on voit les études, les tests faits par la Fondation Hélène Keller. Il y a 29% des enfants dans l'académie de Nanterre qui ont des problèmes de vue, un besoin de lunettes non détectés avant la 5e. Le député Reda a annoncé qu'il n'y avait que 20% des bilans infirmiers qui étaient réalisés contre un objectif de 100%. Donc la question, et puis je tiens à féliciter aussi, j'ai beaucoup aimé l'exposé de Madame Coralie Chevalier qui a dit que effectivement quand on était en difficulté financière, on était plus dans le temps présent. Investir pour des parents, être concernés par la vue des enfants, c'est aussi prévoir que quand ils vont être dans les classes au collège, ça va être compliqué, la factorisation si on ne voit pas bien, et puis les études supérieures, ça va être compliqué. Donc ma question, c'est que sur les inégalités sociales, ne devrions-nous pas nous intéresser à l'équipement en lunettes comme l'a fait Glasses in Classes et voir qu'effectivement un bilan ophtalmique et orthoptique serait bien pour accompagner des mesures d'APC, de PPRE, d'orientation SECPA et pourquoi pas de redoublement. Ça serait bien de regarder la vue des enfants quand on sait qu'un redoublement par enfant ça coûte 5 000 € et un bilan orthoptique 50 €. Voilà, je vous remercie. Alors, merci pour votre question. Donc sur ce, oui, je te laisse la parole. Oui, merci pour votre remarque. Vous avez raison, en fait. Tenir compte, accompagner la réussite des élèves de milieux défavorisés, c'est les accompagner vraiment à plein de niveaux différents. Et votre remarque sur la vue me fait penser à un autre effet qu'on connaît aussi en psychologie, c'est la question du diagnostic, par exemple, de certains troubles comme la dyslexie. On sait tous que les diagnostics de dyslexie ont explosé ces dernières années. Mais en réalité, ces diagnostics sont très dépendants de l'origine sociale des élèves. Alors, quand on regarde sur des cohortes en général, on a plutôt un lien négatif, donc dans le sens les élèves de milieux favorisés sont moins diagnostiqués dyslexiques, par exemple, que les élèves milieux défavorisés, je m'embrouille, parce que généralement, ils trouvent des manières de compenser, et puis parce que le milieu est très stimulant, et voilà. Mais par contre, quand on regarde les diagnostics, en fait, on a l'effet inverse, c'est-à-dire que les élèves qui sont plus diagnostiqués, et avec diagnostic, il y a accompagnement, prise en charge, voilà. Et donc, ceux qui sont plus diagnostiqués sont plutôt les élèves de milieux favorisés. Parce qu'en réalité, un élève qui a du mal à apprendre à lire, mais qui vient de milieux défavorisés, on va s'inquiéter un peu plus tardivement en fait, qu'un élève de milieu favorisé. Et aussi parce qu'il y a un accès aux soins qui n'est pas le même en fonction du milieu social. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison sur la question de la vue et qu'on pourrait étendre en fait, cette problématique à tout un tas de problématiques autres que la vue et qui sont liées à la santé des élèves. Ouais. Je donne la parole à Stanislas. Oui, merci. Je voulais faire un commentaire et une question peut-être pour vous. Mais le premier commentaire, c'est pour répondre aussi à ce qu'a dit Jean-Paul Delahaye. Il se trouve que le message des neurosciences ou des sciences du cerveau en général, c'est le message universaliste que vous avez donné. Donc on n'a pas de problème du côté scientifique. Tous les enfants sont capables d'apprendre. Tous ont le même cerveau humain qui est
particulier et qui est différent de celui des autres espèces, qui a une capacité d'apprentissage exceptionnelle à la naissance, et il faut vraiment qu'on bénéficie de ce potentiel d'apprentissage. Mais il n'y a pas plus universaliste, je crois, que le message actuel des neurosciences et des sciences cognitives. Et on peut le rappeler dans un contexte international tendu, où on entend des messages de déshumanisation parfois. L'espèce humaine est une espèce, c'est la même espèce, et tout le monde a le même potentiel. Donc par exemple, sur les 4 jours d'école et 4 jours et demi, c'est pas seulement la demande différente des familles favorisées ou défavorisées, c'est bon pour tous les élèves d'avoir un apprentissage tous les jours. Et c'est dommage qu'on soit arrivé à cette situation extrêmement particulière en France, d'avoir seulement 4 jours d'école pour la plupart, beaucoup des communes en tout cas. Il y a effectivement des problèmes de santé publique qui se posent de la même manière pour tous les enfants, mais simplement, effectivement, les enfants de familles défavorisées ne bénéficient pas du même dépistage. La vision, l'audition, absolument crucial pour tous les enfants. On peut quand même rappeler que ce n'est pas la source de la dyslexie, hein. Il faut faire très attention. Il y a des messages en ce moment de guérison de la dyslexie avec des lunettes ou des lampes magiques, et nous avons clairement montré que ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est pas ça, la dyslexie. Le cerveau, évidemment, joue un rôle crucial dans cette affaire. Et là encore, pour étendre la question qui était très bonne, hein, je crois quand même, de dépistage de ces problèmes sensoriels, qui est réel, il y a aussi une question de santé publique, très tôt dans la vie de ces enfants, qui doit être posée. La question de la prématurité, qui n'est pas la même dans tous les milieux, la question de l'exposition à l'alcool in utero, qui est un problème majeur de santé publique pour le développement du cerveau de l'enfant. Toutes ces questions font partie, je crois, du domaine qu'on aborde aujourd'hui, celui de la question du devenir des enfants de familles défavorisées. Parce que c'est vrai que le potentiel du cerveau est formidable, mais lorsqu'il y a eu exposition à l'alcool, lorsqu'il y a eu prématurité, ce potentiel, malheureusement, est quand même diminué dès le départ. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas intervenir, mais on a déjà pris un tournant plus difficile. Voilà. Alors, la question que je voulais poser, c'était par rapport aussi à ton intervention, Marc. Dans toute l'après-midi, je crois, on a entendu une chose extraordinaire, c'est l'extraordinaire potentiel de la coopération entre élèves et de l'estime de soi. Tu l'as mentionné, hein, même à note égale, l'estime de soi va faire la différence, peut-être, c'est un des facteurs que tu mentionnes. Et la confiance en soi, et on sait que c'est un déficit particulier de notre système scolaire français. Et Yann Algan l'a particulièrement souligné dans son exposé. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux le déployer ? Parce que là, on va au-delà de la question des inégalités. C'est un problème pour tous les élèves, en réalité, français, de souffrir de cette situation où il n'y a pas suffisamment de coopération et pas suffisamment de développement des compétences psychosociales. Et il semble que c'est un levier tout à fait simple, quelque part, et peu coûteux. Est-ce qu'on peut imaginer en particulier un déploiement de solutions de coopération dans la classe, de tutorat, qui n'ont pas été beaucoup mentionnées aujourd'hui, pour bénéficier de ce levier ? Yann, il est encore là. Ou Céline. Allez, Yann, c'est pour toi. Alors malheureusement, je n'ai pas de réponse près à l'emploi. Mais bon, tu poses la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on arrive à la développer vraiment à plus grande échelle. On a mentionné la formation des professeurs, et je pense que ce qu'a dit Catherine est vraiment très importante. J'en profite, il y a beaucoup d'inspecteurs et de professeurs sur la façon dont on les accompagne aussi. Le métier, là, le déficit de formation sur les compétences pédagogiques est vraiment essentiel. Après, est-ce qu'on est capable aussi de le faire dans la formation entre pairs au sein des classes? Donc là-dessus, il y a quand même un certain nombre de travaux qui montrent. Mais ces travaux, pour le moment, sont surtout sur l'impact un peu académique, montrant la valeur ajoutée de l'enseignement par les pairs. Il y a quelques travaux aussi sur les compétences après sociales. On n'a pas de méthode toute faite pour le moment. Comment est-ce qu'on l'organise? Comment est-ce qu'on le fait? Mais ça, je pense que c'est vraiment la voie. On ne pourra pas passer juste par la formation des professeurs, ça c'est clair. Bonsoir à tous. Je suis Nicolas, j'ai 29 ans. Ça va faire 6 ans que je suis prof. Et je vous remercie beaucoup de la mention que vous avez faite par rapport au lycée professionnel, qui est souvent vu comme la voie de l'échec. J'ai eu la chance d'enseigner chez moi, sur mon île de la Martinique, la première année. Et comme la majeure partie des stagiaires, nous sommes mutés dans l'Académie de Versailles, de Créteil ou de Paris. Donc j'ai vu beaucoup d'inégalités dans les dom-toms,
mais aussi en venant ici. La question que je veux vous poser, avec la réforme de la voie professionnelle et la gratification justement des PFMP, est-ce que le fait que l'on donne de l'argent aux élèves, ça n'attirera pas justement les élèves qui sont défavorisés, qui auront, vous avez fait cette référence à la temporalité, le fait de vouloir de l'argent très vite et ne pas avoir un accès à un autre type de formation qui ne rapporte pas cet argent dit plus efficace et rapide. Non, mais je veux bien répondre là-dessus parce qu'évidemment, l'argent, c'est une question essentielle pour les milieux populaires. Et donc, c'est une idée qui est en l'air déjà depuis pas mal d'années pour pouvoir faire en sorte que les élèves s'orientent de façon très positive au lycée professionnel et pas en apprentissage parce que là, ils auraient de l'argent. Encore une fois, la formation d'apprentissage est aussi une formation d'excellence. Dans mon propos, il n'y a pas du tout de hiérarchie. Mais c'est vrai que si on veut que davantage d'élèves s'orientent vers le lycée professionnel, ça peut être un moyen, effectivement, d'avoir une scolarité un peu plus confortable. Je vous rappelle quand même que ça coûte de l'argent d'entrer dans un lycée professionnel, vous le savez. Même s'il y a des aides des collectivités territoriales, c'est quand même un investissement important. Donc, tout ce qui peut favoriser l'entrée la plus sereine possible dans l'enseignement, et donc ici dans le lycée professionnel, est bon à prendre. Juste un petit truc aussi pour répondre à Stanislas sur... quand le dernier PISA est sorti, celui de... Non, c'est pas celui... Oui, c'était celui de 2015, je ne sais plus. Enfin, qui montrait pour la première fois cette inégalité sociale majeure en France. Moi, je me suis demandé très longtemps pourquoi. On ne va pas se comparer avec la Finlande, qui est une société beaucoup plus cohérente que la nôtre. Il y a moins de ségrégation. On ne va pas se comparer avec la Corée. Bon. Donc, regardons l'Angleterre et l'Allemagne, enfin le Royaume-Uni et l'Allemagne. Tous ces pays européens ont des communes, des grandes villes avec de la ségrégation autant que nous, avec des immigrés autant que nous, etc. Donc, c'est quoi la différence ? Je pense qu'on a plusieurs différences. La première, c'est que nous, on est dans un pays où on a confondu très longtemps égalité et uniformité. C'est-à-dire qu'en fait, l'égalité, c'était l'uniformité. Il faut faire pour tout le monde pareil. Et on l'entend encore dans le discours d'un certain nombre de syndicats qui disent « si vous faites ça, c'est une rupture d'égalité ». Alors que la naissance de l'éducation prioritaire a été au moins symbolique de ce point de vue-là, et ça n'a pas été une petite bataille. Je l'ai vécu, je peux te dire que c'était chaud quand même, parce que c'était une rupture d'égalité. C'est-à-dire donner plus à ceux qui ont moins était considéré comme une rupture d'égalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est notre modèle pédagogique et didactique, qui est profondément fondé sur le cours magistral. C'est-à-dire, vous connaissez tous « Être et avoir ». Vous l'avez vu, ce film, avec l'instit qui dit « ceux qui savent se taisent ». Mais, je veux dire, le cours magistral de modèle du secondaire, je veux dire, il ne suppose pas les compétences comportementales et sociales. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On écoute le prof, on apprend et on prend des notes. Même si, évidemment, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, on ne fait pas que ça. Mais du coup, ce modèle-là, qui n'est pas du tout le même au Royaume-Uni et en Allemagne, pas du tout. La troisième chose, et qui peut nous coûter très cher, et je partage complètement ton avis, je rêve du moment où on va enfin dire qu'il faudrait peut-être aller faire des études technologiques et professionnelles dans l'industrie, parce que sinon, on ne va jamais développer le pays en termes industriels. Je veux dire, ça voudrait dire qu'il faudrait une autre façon d'apprendre les sciences. Nous, on commence par les maths, c'est-à-dire on commence par le modèle, et on ne commence pas par l'application. Je veux dire, tu es aussi bien placé que moi pour savoir qu'on peut accéder à un savoir scientifique par d'abord le faire, et ensuite le modèle. Or, nous, on a un seul modèle. Et tout ça, ça va complètement à l'encontre de certaines formes d'apprentissage de gamins qui, eux, partent dans l'autre sens. Ça va à l'encontre du développement des compétences comportementales et sociales. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est que si on regarde finalement
qu'est-ce qu'on fait dans notre système éducatif? Ben, on passe quand même un temps infini à sélectionner, à noter, à sélectionner. Quand on note à tire-larigot, se dire, etc., c'est quand même à un moment, on dit à un gamin qu'il n'est pas bon, quoi. Donc il ne faut pas s'étonner après qu'il se dise nul en maths. On passe plus de temps presque à sélectionner qu'à former. Donc du coup, comme on sélectionne, pour savoir pour le conseil de classe, eh ben, ceux qui ne sont pas les élus, on ne les forme pas bien. On ne les forme pas bien, parce qu'ils ne sont pas dans la norme qui va prévaloir après. C'est tous ces défauts-là. Et ça c'est une révolution didactique, pédagogique. Et je partage complètement l'avis de Jean-Paul, ça ne fait pas de consensus. Ça ne fait pas de consensus. Parce que ce modèle-là, il va très très bien à un certain nombre de gens dans la société. Très très bien. Donc, merci beaucoup à nos 4 intervenants. Et je vais juste conclure la journée en remerciant beaucoup de monde. Donc, je vais conclure en remerciant déjà le lycée Pierre-Gilles de Gênes et l'Académie de Paris qui nous ont accueillis, l'équipe technique, les personnes qui se sont chargées de la traduction en langage des signes et français-anglais, les hôtes et les hôtesses d'accueil qui ont été là toute la journée également. Bien sûr, le CESEN qui a permis l'organisation de cette conférence. Et puis, tous les intervenants, évidemment, qui ont partagé avec nous leurs réflexions, leurs recherches, leur expérience. Merci à tous.